D'accord. Bon, bonjour, je suis François-Bernard Huyck, je suis docteur d'État en sciences politiques et habilité à diriger des recherches en sciences de l'information et de la communication. Alors, je suis ce qu'on appelle un think tanker, c'est-à-dire je travaille dans un think tank, un centre de recherche qui suggère des solutions, je dirais, au gouvernement ou aux autorités. Et je suis médiologue, l'équipe du Régis Debray, j'ai écrit un certain nombre de livres, et je me suis toujours intéressé à la question de l'influence politique, économique, psychologique, etc. Et en particulier l'influence par le faux, l'influence qui égare, l'influence stratégique, donc la désinformation et ce qu'il est convenu d'appeler maintenant les fake news. Mais j'ai vu que si on parle un bon français, il faut dire maintenant les infox. Absolument. Alors, désinformation, c'est un concept qui est apparu en 1953 dans les dictionnaires soviétiques, désinformation. Ils accusaient l'Occident de faire de la désinformation à l'égard du camp socialiste, en utilisant par exemple des radios comme Voice of America pour donner des images, disons, anticommunistes, quoi, ou une image positive de l'Ouest. Les soviétiques ont eux-mêmes pratiqué pas mal la désinformation, c'est-à-dire en introduisant des agents d'influence et souvent en répandant ce qu'on aurait appelé autrefois des calomnies ou des faux bruits à propos d'un traité secret qui aurait été, ou une correspondance secrète entre Reagan et tel chef d'État occidental, des trésors secrets des nazis qui auraient contenu des documents compromettants. Enfin, c'est une histoire très romanesque, hein, c'est comme au cinéma un peu. Et un des cas les plus célèbres, c'est d'avoir répandu le bruit que le sida, enfin, le virus HIV, d'où provient le sida, avait été fabriqué par un laboratoire du FBI. Voilà. Tout ça étant parfaitement faux, bien entendu. Voilà. Alors, ça, c'est un travail d'État, fait par des services d'État. Je peux même vous donner l'adresse et presque le nom des gens qui ont fait ça à Moscou, place Dzerzhinsky. Et d'une certaine façon, on peut retrouver une prolongation de cette méthode soviétique, parce que les Occidentaux sont menteurs, hein, c'est pas parce qu'on est communiste qu'on est menteur, dans des grosses opérations visant à justifier des guerres. Le cas le plus monstrueux, le plus énorme, c'est de prétendre que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive en 2004. Bon, j'avais écrit un bouquin à l'époque pour démonter le truc. Je n'ai pas de mérite, on était des milliers à travers le monde à penser que c'était un énorme montage, et aujourd'hui, tout le monde sur la planète pense que c'est un énorme montage. Voilà. Donc là, c'est très clair. Donc ça, c'est la désinformation. Alors, les fake news, c'est un mot qui est vraiment devenu à la mode en 2016, à l'occasion de l'élection de Trump. C'est-à-dire, d'une part, Trump disait les télés, les radios, les journaux qui sont pro-Hillary Clinton et qui sont entre les mains des élites fortunées, libérales au sens américain, hein, c'est-à-dire, voilà, ce qu'on dit, pas gauchistes chez nous, mais ayant des idées progressistes sur la sexualité, etc. Ça appartient à des gens de... voilà, et ils n'arrêtent pas de mentir sur moi, voilà, enfin, mais évidemment, il y a eu énormément de fakes, de fausses nouvelles en faveur de Trump. Il y en a même eu beaucoup plus que contre lui, hein, il faut être tout à fait honnête. Et ces fausses nouvelles, elles étaient répandues par les réseaux sociaux. Donc à partir de 2016, tout le monde devient complètement hystérique pour les fake news. Vous allez me dire que je ne vous ai pas donné ma définition de la fake news. Pour moi, une fake news, il faut prendre les mots, c'est une fausse nouvelle. Alors il faut que ça soit une nouvelle, c'est-à-dire il faut que vous racontiez un événement qui s'est produit. Si je vous dis je vais vous donner de l'argent dans un quart d'heure, je ne le ferai pas, c'est pas une fausse nouvelle, c'est une fausse promesse, vous seriez bien bête de la croire. Et donc, il faut qu'elle soit fausse. Alors, pour qu'une nouvelle soit fausse, il faut soit qu'on ait truqué l'image, il y a beaucoup d'images truquées, soit qu'on ait présenté une scène ou des images comme n'étant pas ce qu'elles sont. Par exemple, vous faites une manif en 2018 et vous mettez des photos d'une manif en 2017, ça arrive
presque tous les jours, quoi, dans un sens ou dans l'autre, hein, où vous racontez délibérément n'importe quoi. Vous dites que tel ministre a tenu tel propos scandaleux sur les femmes, par exemple. Hein, voilà. Ça, c'est une fake news. Et encore, il y a des moments... Alors, il y a des fake news pour démolir un ennemi politique. Il y en a qui sont à la limite de l'ironie et de la parodie. Si vous allez sur Twitter, en 3 minutes, je vous montre des faux comptes d'Aurore Berger ou de Castaner, où ils racontent des trucs comiques. Mais évidemment, si vous avez un minimum d'intelligence, vous voyez que c'est de la parodie, quoi. Bon, personne ne le pense sérieusement, quoi qu'avec Aurore Berger, tout est possible. Hein. Mais, alors bon, donc il y a une zone comme ça, et puis il peut y avoir des fake news qui n'ont pas de but politique, qui n'ont même pas pour but de faire rire, mais qui ont pour but de voler votre attention. Il y a un autre phénomène aussi, il y a énormément de faux comptes. Même vous, à vos âges, parmi vos copains Facebook ou Twitter, ou ce que vous voulez, il y a des robots. Hein, il y a des gens qui ne sont pas des êtres humains. C'est pas forcément un coup d'un service secret, je vous rassure. Alors, dans le mouvement des Gilets jaunes, évidemment, ils ont joué un rôle énorme. Ils ont été surpris par ce mouvement. Alors surpris pourquoi? Parce que tout ce truc s'est organisé sur Facebook. Pourquoi Facebook? C'est plus compliqué que ça, hein, je vous simplifie. Oui, il n'y a pas que des Facebook. Mais par exemple, il y a des comptes stars. Cette dame qui disait Monsieur Macron, qu'est-ce que vous avez fait du pognon? Une dame inconnue de tout le monde, elle a fait plusieurs millions de visionnages en passant par Facebook et YouTube. Hein, bon, voilà. Donc ils ont fait venir, alors je dirais ça a été un peu un peu le loto, quoi. Hein, ils ont fait venir des gilets jaunes pour occuper des heures de télé. Alors ils n'ont pas forcément choisi les plus malins, hein, il faut être honnête. Il y a eu une sélection presque inverse par ou le plus stupide, ou la plus grande gueule, ou celui qui racontait les histoires qui font peur, qui font le clash. Il y a des paramilitaires, on va monter sur Paris. C'est grotesque, évidemment. Personne ne croit des stupidités pareilles, mais ça fait du buzz, quand même. Voilà. Buzz et clash, donc on a fait monter des gilets jaunes pour faire du buzz et du clash. Ce qui d'ailleurs a horrifié les gouvernants qui ont dit mais on leur donne des tribunes. Bah oui, on leur donne des tribunes, ils sont soutenus par 75% des gens, et on fait des heures de télé continue, donc on peut pas les taire, quoi. Voilà. Alors après il y a eu le problème des gilets jaunes représentatifs, et dès qu'il y en avait un qui devenait un petit peu une star, ses copains le traitaient de collabo, ou de vendu. Donc il y a eu un phénomène qui a été très confus. Même si je connais des gilets jaunes, je peux vous assurer qu'ils savent parler et argumenter et sortir des chiffres. Hein. Il y en a des vraiment très brillants. Il y a eu énormément de fakes dans cette affaire des gilets jaunes, c'est-à-dire on a diffusé, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les chaînes de télé, des informations dont il est prouvé depuis qu'elles sont totalement fausses. Voilà, il y a eu des tas de cas comme ça. Alors, que chez les gilets jaunes, on ait raconté des histoires invraisemblables, qu'il y avait une dame belge qui était morte, qu'on balançait des grenades par hélicoptère, que c'est pas bien. C'est pas bien. Il y en a qui sont franchement délirants. Il y a des paramilitaires qui vont monter sur Paris. Mais d'une certaine façon, si vous voulez, j'ai beaucoup plus d'indulgence pour les gilets jaunes qui racontent des carabistouilles, comme disent les Belges, pendant les manifestations, parce que dans toute l'histoire de l'humanité, dès qu'il y a eu des émeutes, des révolutions, les gens se sont racontés des histoires invraisemblables dans la foule. C'est pas bien d'y croire, mais je veux dire, il y a une mentalité, fragilité populaire qui fait qu'on y est pensé. Alors, les gilets jaunes, certains gilets jaunes ont cru des tas de trucs complètement délirantes. Ils ont cru qu'il y avait des morts. Et ça, dans toutes les émeutes. Alors, ceci dit, il n'y a pas eu des morts. Enfin, il y a eu 19 personnes qui ont perdu l'œil. J'ai vu une fille pas beaucoup plus âgée que vous. Une jolie, gentille fille qui a perdu un œil. Il y en a énormément. Où on peut faire des choses très sophistiquées avec des mises en scène. Hein. C'est un peu ce qu'on faisait à l'époque soviétique. Une des plus extraordinaires sont les services tchèques qui ont enfoui des caisses avec les monogrammes nazis sous un lac. Puis ils ont fait semblant de les faire découvrir par un plongeur pour ressortir des documents qui compromettaient des gens de l'Allemagne fédérale, de RFA.
Donc là, c'est un truc, c'est un film, quoi, c'est vraiment un film. Alors il y a des histoires extraordinairement compliquées comme ça, pour de la désinformation très très sophistiquée avec des acteurs, etc. Mais il y en a de beaucoup plus simples. Vous n'êtes pas obligé de faire une mise en scène pour faire croire que les Américains n'ont pas débarqué sur la Lune et que c'était un truc tourné par Stanley Kubrick. Vous prenez une photo, vous la retouchez, vous la mettez sur votre compte et ça peut partir. Voilà. L'homosexualité du président de la République. Personnellement, je ne sais pas du tout quelle est sa sexualité et je suis debout, je m'en fiche complètement. Mais, enfin, c'est en droit français, vous n'avez pas. Voilà. Mais en réalité, c'était pas. On ne peut pas dire exactement que c'était une fake news, puisque c'était des trolls étrangers qui répercutaient beaucoup le fait je crois que c'était un député français, avait dit Emmanuel Macron est beaucoup soutenu par le lobby des riches gays. Oui, tout ça. Bien sûr. Alors, là encore, c'est très compliqué parce que qu'est-ce qu'on entend par guerre de l'information. Bon, comment vous pouvez faire la guerre avec de l'information? Je vais vous le dire de manière très très simple. Vous pouvez espionner les gens. Espionner, c'est je vole ton information et je prends l'info. Cette info, on peut la garder pour soi. Voilà, je sais les plans, c'est comme dans les bandes dessinées, quoi. J'ai volé les plans de la fusée secrète, voilà, ça c'est l'espionnage classique. Ou, plus malin encore, on peut voler de l'information pour la rendre publique. C'est ce qui s'est passé pour Hillary Clinton, où des milliers de courriels authentiques de son équipe ont été mis sur la place publique. L'autre façon d'agir en guerre d'information, c'est saboter. Saboter, vous mettez un virus qui empêche quelque chose de fonctionner. Voilà, donc vous avez des cas comme ça, et puis vous pouvez faire de la propagande, de la désinformation, répandre des slogans politiques, voilà. Mais, alors, d'un autre côté, tout le monde le fait, et les Russes, ou on va dire les Hongrois, les illibéraux comme on dit, accusent par exemple Orban, hein, le grand homme d'affaires qui a la fondation pour une société ouverte, d'avoir investi, je ne parle pas de millions, je parle de milliards de dollars pour renverser des régimes de l'Est ou des régimes antilibéraux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire investir des milliards de dollars pour renverser, aider des groupes d'activistes, leur donner des moyens vidéo ou autres, subventionner des recherches, des colloques, des revues, etc. Voilà, donc, et ça, c'est pas un mensonge, puisque si vous allez sur le site de M. Orban, vous voyez qu'il se vante d'avoir dépensé, je crois que je dis le titre le chiffre de mort, c'est quelque chose comme 27 milliards de dollars hein, pour ça. Ah, ça fait déjà une petite somme quand même. Voilà. Oui, non, je suis pas si sûr que la censure est faible. Vous voyez. Non, mais voilà. Alors, les fake news, on leur attribue un pouvoir nocif abominable. Ça, c'est même une partie du discours libéral. Oh, ça a fait le Brexit, ça a fait. Traduit en français, ça veut dire les gens qui ne pensent pas comme moi croient des mensonges. Moi, je suis intelligent, eux, ils sont stupides. Hein. C'est un peu une façon sophistiquée de dire ça. Les fake news, alors, ils montrent d'une part qu'on ne peut jamais réellement censurer. Totalement. Mais ce qu'il y a pendant, c'est totalement. C'est-à-dire, si vous dites quelque chose, si vous êtes un peu habile, vous allez aller sur 4chan et répandre des choses. Voilà. Évidemment, si vous vous contentez de prendre un pseudo pour écrire le président de la République est payé par la mafia, il ne va pas falloir, contrairement à ce que croient beaucoup de gens sur l'anonymat, il ne va pas falloir grand temps pour que la police découvre qui vous êtes et quelle est l'adresse de l'appareil qui s'est appelé le Vengeur masqué, quoi. Voilà. Bon. Donc cet anonymat est relatif. Il y a énormément de censure sur Internet, si, il faut le dire, parce que Google, Facebook, etc. emploient de très gros algorithmes et des milliers de gens pour retirer des contenus, des contenus et des comptes. Des contenus, ça peut être pour pornographie. Ils ont des algorithmes, voilà. S'il y a des tétons, boum, l'algorithme se demande si c'est pas de la pornographie, etc. Pour
des choses qu'on classerait un peu de discours de haine, hein, chasse au racisme, quoi, en gros. Hein. Et évidemment, ils ont également d'importants dispositifs pour chasser les fake news. Alors, c'est subtil. Ils ne les censurent pas comme ça, comme on faisait au 19e siècle, quand la police arrivait chez l'imprimeur et retirait les plombs. Il y en a qui sont soit enfouis tout en bas des moteurs de recherche, ce qui équivaut à être censuré parce que vous n'allez jamais le retrouver, soit ils sont signalés comme source suspecte ou autre, que ce soit des algorithmes, et pas des juges de mon pays soumis à l'autorité que j'ai élue. Ça, c'est un problème de légitimité démocratique, et M. Zuckerberg peut changer ces algorithmes. Alors, l'intoxication, c'est toujours la même idée. J'envoie un élément faux à mon adversaire pour lui faire du mal. Parce que tous les cas qu'on cite, c'est pas pour faire du bien aux gens. Hein, c'est en général pour faire perdre des électeurs à un gouvernement ou à un candidat. L'intox, c'est plutôt une manœuvre de service secret. C'est-à-dire, on va se laisser prendre un faux agent ou se faire prendre un faux message de façon à ce que les décideurs adverses, les généraux ou les services secrets, prennent une fausse décision. C'est un truc pour, j'allais dire, pour professionnels. Alors, je vous donne un exemple d'un tox. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des milliers d'histoires d'agents secrets retournés. Après la guerre, il y a eu effectivement des agents du KGB qui sont passés, voilà, y compris aux Français. On a mené une très grande opération grâce à quelqu'un de retourné. Mais le cas le plus extraordinaire, c'est l'opération Fortitude. Vous connaissez, pour tromper la Wehrmacht, on a fait prendre un cadavre avec des documents qui indiquaient que le débarquement n'aurait pas lieu en Normandie, mais je ne sais plus où, en Provence ou quelque chose comme ça. Et donc là, vous faites prendre, comme par hasard, un document hyper secret pour que vos adversaires prennent une mauvaise décision. Et c'est une variante de la ruse de guerre. Hein, on est pendant la guerre du feu, on a des haches et des trucs, votre groupe est là, mon groupe est là, je vais faire du bruit à gauche pour que vous portiez votre attention et vos soldats là et vos combattants là et je vous attaque dans le dos. Voilà, c'est une variante de la ruse de guerre. Je vous fais croire un truc faux de façon à ce que vous fassiez quelque chose qui est contraire à vos intérêts. Ça vous va? Ouais, bah merci beaucoup.